Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Le président de la République a inauguré la deuxième plus grande usine de dessalement d'eau de mer en Algérie, Fouka 2, lors de sa visite de travail aujourd'hui à Tipaza, en concrétisation de son engagement envers les citoyens de la wilaya pour un approvisionnement en eau potable régulier. L'Algérie célèbre aujourd'hui la journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée. Un engagement commun pour la démocratie qui intervient dans un contexte de mutation profonde et accélérée, aussi bien sur la scène régionale qu'internationale. En Afrique, des voix se sont élevées pour dénoncer une influence française encore présente. Nous écouterons un militant béninois qui a choisi de renoncer à son passeport français. Un choix qui en dit long. Aujourd'hui, l'Afrique s'émancipe et revendique pleinement sa souveraineté. Nous parlerons aussi de l'expulsion d'eurodéputés des territoires occupés du Sahara occidental par les autorités marocaines. Une démarche qui interroge plus d'un, une manière d'éviter toute observation indépendante de la situation sur place. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Après sa visite historique à Oran, où il a inauguré la plus grande usine de dessalement d'eau de mer en Algérie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a effectué aujourd'hui une visite de travail dans la wilaya de Tipaza. Une visite au cours de laquelle il a inauguré l'usine de dessalement d'eau de mer Fouka 2 et donné le premier signal de démarrage pour l'exploitation d'une autre station en vue de concrétiser son engagement à approvisionner les citoyens en eau potable à partir de cette station avant le mois du Ramadan. À son arrivée sur le site, le président de la République a été accueilli par le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Changriha. Il a également été accueilli par le général-major Ali Sidane, commandant de la première région militaire, et du wali de Tipaza. Après avoir écouté l'hymne national et salué le drapeau le président de la République a passé en revue les différentes formations de l'armée nationale populaire qui lui ont rendu les honneurs. Le président de la République a également salué les autorités militaires et civiles qui étaient à son accueil. Avant de saluer le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Aqab, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Erad, le ministre des Ressources en eau, Taha Derbel, le PDG du groupe Sonatrach, le PDG du groupe Cosider, ainsi que des cadres responsables et représentants des secteurs de l'énergie, de l'hydraulique et des travaux publics. Le président de la République a suivi 2 présentations techniques sur la station de dessalement d'eau de mer de Fouka 2, présentée par le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, qui a donné des détails de cette réalisation et les différentes étapes d'achèvement du projet.
Cette usine, d'une capacité de production de 300 000 m3 d'eau potable par jour, s'inscrit dans le cadre du programme national approuvé par le président de la République pour la construction de 5 grandes usines de dessalement d'eau de mer à travers plusieurs wilayas. Pour la wilaya d'Ataraf, la station Qoudiat Tarawish, Abjaya pour la station de Tirremt Toudia, Abou Merdes pour la station de Cap Djenet et à Oran la station de Cablan déjà inaugurée jeudi dernier. À cela s'ajoutent 2 autres stations dans la wilaya de Tipaza, Fouka 2, chacune ayant une capacité de production de 300 000 m3 d'eau potable par jour. Ces projets réalisés grâce à des compétences nationales et des technologies modernes vont renforcer et sécuriser l'approvisionnement en eau potable pour les citoyens. Le président de la République a affirmé que grâce à la volonté et à la détermination de ses enfants loyaux et compétents, l'Algérie gagnera le pari de rejoindre les rangs des pays émergents avant de saluer les efforts de tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette infrastructure vitale. Écoutons-le. شكر كل من قاموا بهذا المشروع وكل من شاركوا في هذا الإنجاز الضخم، إنجاز الجزائر المنتصرة بالأخص من عمال ومهندسين ومسيرين بصفة عامة. كما أشكر القطاعين، قطاع الطاقة وقطاع الري وصناتراك بالطبع، يعني على هذا الإنجاز الضخم هذا. الحمد لله وين وصلنا كما قلتها سابقا، في كل خطوة تخطوها الجزائر اليوم أنا نقترب شيئا فشيئا من ولوج إلى ساحة الدول الناشئة بفضل الرجال والنساء اللي قائمين برفع التحديات في كل قطاعات. Abdelmajid Tebboune a affirmé que cette usine de dessalement d'eau de mer a été réalisée selon des normes techniques élevées qui contribueront à fournir de l'eau potable aux citoyens sans pour autant compromettre les ressources en eau pour l'agriculture. Écoutons le président de la République. 300,000 متر مكعب يوميا، يعني 300 مليون لتر يوميا بربح أراضي في البحر. يعني ما فيش إلا التقنية نتاع التحلية، في كذلك تقنيات أخرى ما دام المساحة كانت ضيقة وباش ما نمسش المساحات الفلاحية اضطروا باش يربحوا مساحات في البحر. وهذا يعني يشير إلى احترام أولا الأراضي الفلاحية، احترام الأراضي الخصبة، وفي نفس الوقت تلبية حاجيات المواطن. Le président de la République a souligné que la décision de dessaler l'eau de mer il y a de cela 3 ans était une bonne décision et que l'Algérie a fait de grands progrès pour satisfaire une grande partie des besoins en eau potable des citoyens. Écoutons-le. الله لما نكمل هذه السلسلة نكونوا وصلنا إلى تلبية جزء كبير من حاجيات تاع المياه الصالحة للشرب، حاجيات المواطن. الحمد لله أن وفقنا الله أن وصلنا، بدينا منذ 3 سنوات في التفكير في تحلية مياه البحر، وهو حل صائب إن شاء الله. وبالنسبة للمناطق الأخرى كذلك نسيب لها حلول حتى إن شاء الله ما يعرفش الجزائري ولا الجزائري ما يعرفوش العطش إن شاء الله. Le président de la République a salué la reconnaissance par le peuple algérien et de la génération de la glorieuse révolution de libération de novembre 1954 et sa capacité à relever le défi dans tous les secteurs. On l'écoute. هذه الجزائر اللي نحبوها واللي يحبها كل جزائري، الجزائر اللي ترفع التحديات، يعني تيمنا بمن رفعوا التحدي في أول نوفمبر 54 ببنادق صيد واطردوا القوة الخامسة في العالم من أراضينا. الحمد لله. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, accompagné du général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengriha, a inauguré cette réalisation vitale et stratégique qui vient la renforcer, les grands projets du secteur de l'hydraulique du pays. Le président de la République a ensuite salué les travailleurs qui ont contribué à la réalisation de cet édifice monumental
Il s'agit là d'acquis importants pour le leadership de l'Algérie dans le domaine du dessalement d'eau de mer, grâce à une vision prospective intégrée pour atteindre l'indépendance, la souveraineté et la sécurité durable de l'eau. Depuis la salle de contrôle, le président de la République a reçu des explications avant de donner le coup d'envoi de mise en service de la deuxième plus grande station de dessalement d'eau de mer, Fouka 2, dans la wilaya de Tipaza. Le président de la République a par la suite salué l'ensemble des travailleurs qui ont contribué à la réalisation de cette importante station vitale. Abdelmajid Tebboune a ensuite visité cette station stratégique avant de regarder la maquette de l'usine, avant de passer en revue le canal principal qui pompe l'eau. Le chef de l'État n'a pas manqué de saluer les travailleurs et les techniciens qui ont contribué à résoudre la crise de l'eau potable en Algérie. Écoutons-le. الامتياز الجزائر ثانيا لحل هذه الأزمة تاع المياه الشرب بالنسبة للمواطنات والمواطنين ما هي سهلة وراكم شاركتوا في أمور مستقبلية تاع البلاد الله يجازيكم كلكم. Le président de la République a eu une rencontre avec les travailleurs de l'usine et s'est longuement entretenu avec eux avant de prendre une photo de famille avec les artisans de cet édifice. تعرف الليله ونشكركم على الثقه اللي درتوها في الشباب سيدي الرئيس بارك الله فيك. بارك الله فيكم. يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. ما كان ما خصكم على نوفمبر 54. بارك الله فيكم. كلنا مجاهدين وكملوا ان شاء الله. هذا هو الصحه ديال الجزائر تاع الصحه. نشرفوا المجاهدين ونشرفوا الثوره ونشرفوا بلادنا ان شاء الله. مشروع مشاريع كبيره سيدي الرئيس مشاريع ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم. ربي يخليك لنا. اللي درتوه انتم في 25 شهر شركات اجنبيه كانت ديرها 5 سنين 6 سنين صح فيها مقبل وعلى بالي سيد الرئيس. والمال ما نتكلمش على المال اللي كان يخرج. الله يحفظك الله فيك. Les travailleurs ont de leur côté exprimé leur fierté d'avoir contribué à cette grande réalisation nationale qui reflète la vision triomphante de l'Algérie et n'ont pas manqué de donner leurs impressions après la visite du président de la République. Il s'agit d'une station très importante, d'une capacité de production de 300 000 m3 jour qui va alimenter la wilaya de Tipaza, Alger et Blida. Donc elle va alimenter aux environs de 3 millions d'habitants. C'est une station qui a été réalisée dans des délais vraiment très courts. Je dirais même dans un délai record. La station a été conçue pour utiliser la technologie de l'osmose inverse, qui utilise des membranes ainsi que des pompes haute pression afin de transformer l'eau salée en eau complètement déminéralisée. Par la suite, cette eau est reminéralisée afin qu'elle devienne potable et qu'elle soit desservie à la population. On a réussi à mettre en service la station dans un délai record que pour nous, c'est un défi que nous avons pu l'achever en matière de réalisation, en matière de mise en service. Donc ici, il faut savoir qu'un projet pareil, d'envergure, d'une capacité pareille, il se réalise dans pas moins de 36 mois. À Fouka 2, notre journaliste sur place, Amel Bouarba, revient sur l'inauguration de ce projet d'envergure et son impact pour les habitants de la région. Écoutons-la. Comme vous le voyez, nous sommes à la salle de contrôle de la station de dessalement d'eau de mer, Fouka 2, d'une capacité de 300 000 m3 jour. Cette station, un méga projet qui s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire du président de la République visant à assurer une sécurité hydrique et approvisionner les populations en eau potable. Un engagement du président de la République qui avait promis la mise en service de ces stations de dessalement avant le mois de Ramadan. Nous vous en parlions en titre. L'Algérie célèbre aujourd'hui la journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée.
Un engagement commun pour la démocratie qui intervient dans un contexte de mutation profonde et accélérée, aussi bien sur la scène régionale qu'internationale. Cette journée est un symbole éternel de l'unité nationale qui constitue le premier rempart face aux défis croissants. En décrétant le 22 février journée nationale de fraternité et de cohésion peuple-armée, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a voulu donner un cadre à la cohésion exceptionnelle entre l'ANP et le peuple qui a constitué un modèle unique d'unité nationale et de fraternité. Mission accomplie et totalement réussie. Les efforts déployés par l'armée afin de préserver les institutions de l'État et sécuriser les marches pacifiques ainsi que son attachement aux solutions constitutionnelles ont amplement démontré aux citoyens que l'institution est une armée populaire et nationale par excellence. Le haut commandement de l'ANP a adopté alors une stratégie pour la pérennité des liens et le renforcement de cet attachement et de cette cohésion, et ainsi le lien armée-peuple était au cœur du dispositif de défense. Le grandiose défilé militaire du 1er novembre s'est voulu d'abord un message interne rassurant pour le peuple. Une armée forte, moderne et professionnelle capable de défendre le pays. Des images inédites ont été largement relayées sur les réseaux sociaux. Les différentes unités militaires ont été accueillies par les citoyens fortement présents sur le parcours avec force, applaudissements et you-you pour exprimer leur fierté. L'ANP se distingue également par ses missions humanitaires, ne restant pas en marge des crises ou des catastrophes. Été comme hiver, des détachements de l'ANP assurent de multiples missions de secours et d'assistance dans les zones enclavées, notamment lors des chutes de neige pour l'ouverture de chemins et des routes coupées, mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires ou lors des feux de forêt, des pandémies à l'instar de la Covid-19, du paludisme et de la malaria. Des équipes médicalisées sont régulièrement dépêchées vers l'extrême sud dans le cadre des soins aux populations des zones frontalières. L'ANP puise sa force dans l'édification d'un front interne solide et aussi en ce qu'elle constitue une partie pleinement intégrante du peuple. La France-Afrique, c'est une page qui se tourne et pour beaucoup, il est temps de la refermer définitivement. Un peu partout sur le continent, des voix s'élèvent pour dénoncer une influence française encore pesante, à l'image d'un militant béninois qui a choisi de renoncer à son passeport français. Un geste fort pour affirmer son identité africaine, bien plus qu'un symbole, c'est un choix qui en dit long. Aujourd'hui, l'Afrique s'émancipe et revendique pleinement sa souveraineté. Rina Lorari. On entend « abat la France », on brûle le drapeau français, évidemment c'est une image très forte. A été viré de la manière la plus dégradante du Mali et du Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a un risque à la fois pour nos ressortissants au Niger, à la fois pour les intérêts économiques et diplomatiques. Accrochés à une nostalgie coloniale dépassée, ces politiciens français peinent à accepter le déclin de l'influence française en Afrique, regrettant une époque révolue, sans reconnaître que le continent est déterminé plus que jamais à rompre définitivement avec son passé colonial. La France n'a pas vu cette Afrique changer. Elle a d'autant moins vu cette Afrique changer, c'est un peu l'arrogance française. L'Afrique des Africains est en train d'émerger maintenant, mais la France le voit mal. L'Afrique change. Elle a beaucoup changé depuis 2 décennies, par exemple. Et en face, la France, elle ne change pas. L'Afrique connaît l'émergence d'une nouvelle génération déterminée à rompre avec toute forme du néocolonialisme français, à l'image de ce militant béninois qui a exprimé sa colère en renonçant à son passeport français pour réaffirmer son identité africaine, sa souveraineté et sa dignité. Un acte qui prouve une prise de conscience croissante et une volonté sans faille de s'affranchir des influences postcoloniales. Ici, c'est pas France. Rentrez chez vous là. Allez. Ce que demandent les Africains, c'est de les laisser maîtres de leur destin. Ce qu'ils demandent, c'est de ne plus leur dire ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire. C'est de les laisser concevoir leur propre avenir. Forte de sa souveraineté et de ses ambitions, l'Afrique rejette les héritages imposés par la France coloniale, traduisant une volonté plus large des peuples africains à tourner définitivement la page de la domination et de l'asservissement français pour écrire leur propre destin. Et puis cet incident qui a fait réagir la scène internationale, des eurodéputés qui voulaient simplement observer la situation des droits de l'homme au Sahara occidental ont été expulsés par les autorités marocaines dès leur arrivée. Une décision qui forcément interroge, une façon de leur interdire de voir de leurs yeux ce qu'il s'y passe réellement, mais que cherchent à cacher les autorités marocaines. Un nouvel épisode qui s'ajoute à vrai dire à une longue série d'expulsions, toujours pour éviter toute observation indépendante de la situation sur place. Rina Lorari.
Oye, que no empujen así, de verdad. Énième dérapage des forces d'occupation marocaines. Cette fois, ce sont 3 eurodéputés qui ont payé les frais de ces dépassements non justifiés. Sitôt arrivée des îles Canaries, la parlementaire espagnole Isabel Serra Sanchez du parti Podemos, le parlementaire finlandais Tessi Saramo du parti Vassimisto et la parlementaire portugaise Catarina Martins du parti Bloco de Esquerda, venus visiter l'Aïoun occupé à l'invitation officielle du collectif sahraoui des défenseurs des droits de l'homme CODESA, ont été tout simplement empêchés d'effectuer une visite d'inspection dans la partie occupée du Sahara occidental. Notre détention illégale nous empêche d'accomplir notre travail en tant qu'eurodéputés. Nous sommes venus en mission pour suivre l'application de l'arrêt européen annulant les accords d'agriculture et de pêche entre l'Union européenne et le Maroc, car ce dernier exploite les ressources du peuple sahraoui. Nous ne savons pas qui a donné cet ordre. Nous sommes en contact avec notre ambassade pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il n'y a aucune raison pour que les autorités marocaines nous empêchent d'accomplir notre mission. La fin du mois de janvier dernier, l'occupation marocaine a empêché des parlementaires basques de se rendre au territoire du Sahara occidental, auquel ils souhaitaient accéder pour s'informer sur la situation des droits de l'homme dans les zones occupées. Le parti espagnol Sumar a appelé son gouvernement à demander au Maroc de fournir des explications pour avoir empêché une délégation de parlementaires basques d'entrer dans la ville de l'Aïoun, au Sahara occidental occupé, qualifiant l'action marocaine d'extrêmement dangereuse, d'autant plus qu'il s'agit d'une visite officielle de parlementaires basques dont le ministère a été informé à l'avance. Des abus qui viennent s'ajouter à une longue liste d'interdictions d'accès au territoire occupé du Sahara occidental. 2 jours avant, les autorités d'occupation marocaines ont expulsé le journaliste espagnol Asier Aldea Esnaola et l'influenceur hispano-suisse Ramila de Aventura des territoires sahraouis occupés, une mesure restrictive visant à empêcher les médias étrangers et les observateurs internationaux de documenter les violations des droits humains contre le peuple sahraoui. Nous avons essayé de négocier avec les autorités marocaines pour pouvoir entrer. Mais en contrepartie, ils ont décidé de nous expulser, soit demain ou au plus tard après-demain. L'Association pour la protection des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines et une ONG européenne font état de plus de 311 étrangers de 28 pays interdits d'entrer dans les territoires sahraouis occupés depuis 2014. Les forces d'occupation marocaines ont expulsé et empêché ces militants des droits de l'homme de documenter les violations des droits humains. Depuis le début de cette année, l'occupation marocaine a empêché 10 étrangers, dont 3 parlementaires du Pays basque, d'entrer au Sahara occidental. Ces pratiques, largement relayées par la presse internationale, ont suscité une vague de condamnations, notamment de la part du Front Polisario et de plusieurs organisations sahraouies de défense des droits de l'homme. Cette interdiction a été largement reprise par les médias et les cercles diplomatiques à l'échelle européenne. Elle reflète en fin de compte la crainte du Maroc de perdre son emprise sur le Sahara occidental. Il est en effet bien connu que toute reconnaissance d'une responsabilité internationale en matière de droits de l'homme dans la région marque le début du compte à rebours de la fin de l'occupation marocaine. Lors d'une conférence de presse, la délégation parlementaire européenne a annoncé son intention de déposer une plainte auprès des instances de l'Union européenne ainsi qu'auprès de leurs pays respectifs. Cette démarche vise à exercer une pression sur le Maroc afin de le contraindre à respecter la légalité internationale et de permettre au peuple sahraoui de revendiquer son droit à l'autodétermination et de proclamer son indépendance. Revenons chez nous, en Algérie, avec du sport. L'Algérien Hamza Yassine a remporté ce samedi le Grand Prix d'Alger Djamel Boukercha avec un temps d'1 heure, 42 minutes et 16 secondes. L'événement s'est déroulé à Sidi Abdallah dans un circuit fermé de 4 km. Les athlètes ont fait 20 tours, soit 80 km.
Être guide touristique, c'est bien plus qu'un métier, c'est une véritable vocation. Ce sont eux qui donnent vie aux sites historiques, qui racontent des légendes et dévoilent les trésors cachés. Dans le sud du pays, par exemple, ces hommes et femmes sont les passeurs de mémoire d'un patrimoine exceptionnel. Alors que nous célébrions hier leur journée internationale, c'est l'occasion ce soir de mettre en lumière leur rôle essentiel et leur dévouement. Aux côtés de l'un d'eux, rencontré par Farhat Mouzaoui, on vous emmène à la découverte ou redécouverte de ce site parmi les plus prisés et les plus riches de notre pays. Farhat Mouzaoui. De bon matin, l'hôtel Teniri nous a organisé une virée au fin fond du Tassili Nadjer. On serait accompagné d'un guide et d'un archéologue, M. Samadi, qui vont nous faire découvrir ce lieu riche en histoire. Un petit imprévu, une petite panne dans la voiture, pas de réseau, mais il y a eu plus de peur que de mal. En moins, on a profité pour prendre des photos. Ici, nous nous trouvons en plein cœur du parc culturel du Tassili. La particularité de cet espace géographique, c'est qu'il renferme un épisode très important de l'histoire de l'humanité et il renferme les traces de toutes les civilisations préhistoriques. Il faut noter aussi que les hommes ont peuplé cet espace géographique d'une manière presque ininterrompue depuis la nuit des temps. Donc ça nous aide aussi à décrypter tous ces symboles et tous ces détails pour pouvoir refaire la lecture de la région, refaire la lecture des peuplements qui ont vécu et qui ont laissé les traces de toutes ces civilisations préhistoriques à nos jours. Arrivé au Tassili Nadjer, c'est l'impression de marcher entre des livres d'histoire. Les visites s'enchaînent, gravures rupestres, sites archéologiques qui ont plus de 20 000 ans. C'est juste impressionnant. L'art rupestre du Tassili a connu plusieurs étapes. On suppose qu'elles sont au nombre de 4, mais l'essentiel c'est qu'il y a un fil conducteur qui nous permet de faire la lecture de l'évolution de cet art. Il a commencé d'une manière assez primitive pour aboutir à un art naturaliste où les hommes ont réussi à représenter leur monde tel qu'ils le voyaient. Donc l'art rupestre du Tassili représente essentiellement des archives d'une tranche de vie de l'humanité à travers laquelle on peut faire la lecture de toutes ces civilisations de la préhistoire, du néolithique essentiellement, et le néolithique qui est considéré comme étant le fondement de notre civilisation moderne. C'est l'heure de préparer nos tentes avant la tombée de la nuit, pour un lendemain où il y aura plus de découvertes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Amina Zeouf pour le journal de la mi-journée à midi. Excellente soirée à vous et on se retrouve le week-end prochain.